beaucoup Ugo Capelli. Il va donc consulter les différentes forces politiques, discuter avec elles avant de former un gouvernement. Alexis Corbière, vous êtes également avec nous, député écologiste et social de la Seine-Saint-Denis, cofondateur de l'Après. Est-ce que vous saluez quand même cette méthode? Là, pour le coup, ils font les choses dans l'ordre, non? Déjà, on discute et ensuite on forme le gouvernement pour essayer de débloquer la situation. Je ne salue pas le fait que ce pourquoi, notamment depuis une semaine, je répète que la logique, ce serait que la coalition arrivée en tête il y a un an se voit confier le pouvoir, à savoir la gauche et les écologistes, c'est se voit refuser. On s'enfonce dans la crise. Je pense que cette nomination va être vécue comme évidemment une provocation, va même choquer l'électorat macroniste à tel point. C'est une forme de radicalisation absolument. Et c'est une radicalisation de qui? D'Emmanuel Macron? D'Emmanuel Macron, oui. On a un problème, y compris la 5e République, vous savez, je suis pour la 6e, le fait qu'il y ait autant de pouvoir sur un homme qui peut faire ce qu'il veut, qui peut tenter de manière désespérée de garder le pouvoir contre les votes, c'est les Français. 33 millions de personnes qui sont venues voter. Vous savez, il faut remonter 40 ans en arrière pour avoir une Assemblée nationale qui est aussi représentative de ce que pensent les Français. Et il y a aujourd'hui 3 blocs qui sont là, mais tout de même, ceux qui ont eu le plus de députés, c'est le nouveau Front populaire. Moi, je suis pour maintenir cette alliance. Je dis à mes amis, je profite de ce plateau, attendez. Est-ce que le nouveau Front populaire tient encore quand on voit les mots d'LFI vis-à-vis du PS, Si je viens sur ce plateau télé, c'est pour plaider une chose aux gens de gauche et écologistes qui m'écoutent. Ne nous divisons pas. Ce que veut Macron, c'est notre division. Et vous êtes déjà divisé, pardonnez-moi. J'ai compris, quand je vois mes anciens amis insoumis ce soir dire quasiment la même chose que Bruno Retailleau. Ouf, pas un socialiste. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon hier soir est passé au plateau de télé sur France 2 pour dire Macron, ne nommez pas un socialiste à Matignon? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Mais donc, vous voyez bien que le NFP n'aurait pas pu être j'ai de l'expérience. L'union est un combat. Les circonstances amèneront à ce que nous nous unissions, parce que je pense qu'on va en finir sans doute par des élections. Je vous annonce que, à mon avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gagner 3 semaines. Parce que ce qu'il y a de subtil, c'est que là, il nous dit qu'il ne va pas nommer le gouvernement. Là, on va avoir 3 semaines de négociations. Là, vous allez en manger, envoyer des sandwichs. Ils vont passer la nuit devant on va passer des heures en train de négocier. Ça fait 3 heures que machin. Bon. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? À arracher un morceau. Les socialistes. Bah oui. Je dis à mes amis socialistes, j'espère que vous n'avez pas participé à la combine, j'ai encore parlé tout à l'heure avec Olivier Faure, ils me disent que non. Et pourquoi? Et après, il y a ma voisine. Pardon, alors expliquez-moi, pourquoi, admettons qu'il fasse un pas sur la taxe Zuckman, par exemple, qui prévoit donc de taxer de 2% mais je vous annonce qu'il va le dire. le patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Mais il n'y a pas de suspense. Admettons, pourquoi est-ce que vous, a priori, vous dites c'est mort, il n'y a pas admettons, c'est ce qu'il va dire. Mais vous savez, il y a 8 mois, François Bayrou a dit exactement la même chose. On va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Il va nous embrouiller. Votez mon budget et je le ferai, etc. Évidemment, Monsieur Lecornu, pour le coup, je veux pas lui, c'est un homme tout à fait conséquent. Il est nommé surtout pour justement dire qu'il va le faire et pour ne surtout pas le faire. C'est ça l'objectif. Ça fait sourire Hervé Morin. Ben non, mais c'est pour ça qu'il est habile. Il est malin. Je vais vous dire, moi je le connais peu, mais alors qu'est-ce qu'il est chatoyant et sympa avec tout le monde. Moi, il vient me serrer la main, il est à la gauche, il est très bon. Oui, alors je ne veux pas trahir des secrets, mais alors pendant qu'on attendait sur le plateau, vous m'avez dit, il est très urbain, il est très sympa, il est très avenant. À la différence de Bayrou, qui est un prétentieux arrogant, qui pense que lui, il va être modeste, il va être sympa, mais pour nous embrouiller. Pour nous dire qu'avec lui ça change et que fondamentalement rien ne... Vous connaissez la phrase? Tout change pour que rien ne change. Donc c'est Hervé Morin, une nomination fictive qui ne sert à rien, quoi. Vous êtes d'accord là-dessus? Le paysage politique de l'Assemblée nationale est ce qu'il est, et honnêtement... Vous lui donnez 0 chance. C'est le nouvel iPhone, c'est nouveau, mais c'est le même. Je lui donne... allez, oui, ça durera quelques mois, le temps... Il est habile quand même, par rapport à Michel Barnier. Mais il est nouveau. François Bayrou, qui finalement sont arrivés avec précédé d'une réputation de négociateur pour l'un, d'homme de dialogue pour l'autre. Mais rien du tout. Peut-être que sauf que là, tout le monde a une seule arrière-pensée, c'est l'élection présidentielle. Ben oui. Et donc, avec cette élection présidentielle, tout le monde va jouer simplement en fonction de sa propre tactique. Quelle est sa stratégie? Quel est le meilleur moyen pour pouvoir se placer? Est-ce qu'on peut avoir une chance d'être au second tour? Donc, en fait, lui-même j'ai été parlementaire pendant 20 ans et président d'un groupe, donc je connais quand même la musique par cœur. Donc, ça va être très simple. Les uns et les autres vont se dire, jusqu'à quel moment ça doit tenir? Quel est mon intérêt que ça tienne encore? Mais le jour où il n'y aura pas d'intérêt que ça tienne, l'intérêt, c'est
que donner un budget au pays ou pour oui, mais au moins aller jusqu'au municipal. C'est le sujet. Je dis, l'impression c'est pas un budget, c'est Pardon, quel budget? pourquoi c'est plus le sujet, pardon? Parce qu'on est dans le syndrome des 4 colonnes, là. On est dans cette espèce d'ambiance vibrionnaire, d'excitation absolue, d'enfermement complet dans cette espèce de bulle, et plus rien ne compte. Et le pays ne compte plus. Faut pas se raconter d'histoire. Mais vous imaginez, pardon, mais c'est... Vous ne devriez pas dire ça, parce que là, vous alimentez quand même... Mais je le dis parce que je le pense. Non, mais oui, mais vous alimentez l'antiparlementarisme, Non, attendez, il y a quand même un budget, effectivement, qu'il faut voter. Ce budget, la preuve, c'est que la bataille est rude. C'est un budget qui est voté par les socialistes ou si c'est un budget qui est voté par les républicains, c'est pas tout à fait le même budget quand même. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui empêchait Olivier Faure d'aller voir Bayrou en disant, écoute, voilà les conditions pour que ça puisse se faire. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Pourquoi il le ferait avec Sébastien? Ça veut dire qu'il y a encore un enjeu. Et une marge de manœuvre. Pourquoi il le ferait pour quelqu'un d'autre? Et une marge de manœuvre. Alors peut-être qu'il va la trouver, Sébastien Lecornu, parce qu'effectivement, et là, vous avez raison, il est quand même plus avenant, je dirais, et plus habile d'une certaine façon d'ailleurs que François Bayrou. Rusé. Plus rusé peut-être. On disait qu'il était rusé, François Bayrou, parce qu'il a l'expérience. Mais... Vous voyez, il y a quand même, il faut arrêter de penser que c'est plus pareil au même, tout ça. C'est pas vrai. Charles Consigny lève le doigt. Non, oui, je suis comme à l'école. Non, mais on disait déjà de Michel Barnier, et c'était vrai qu'il était très avenant et très habile, et ça n'a pas marché. Et après, on a négociateur de Bayrou, il était avenant. Mais il n'a pas négocié. Mais ça n'a pas marché. Bayrou, on disait qu'il était avenant aussi. Non, avenant, non, on le disait pas. Mais on disait qu'il était. Mais on disait qu'il était habile. On disait c'était culbuto. Le centrisme de Delors à... Vous le connaissez par cœur. Ça n'a pas marché. J'ai passé 10 ans de ma vie avec lui. Je pense qu'il y a aussi il y a deux problèmes. Il y a d'une part quand même, mais bon, ça doit être lié, j'imagine. Il y a des espèces de névroses obsessionnelles. Par exemple, moi, cette espèce de névrose de la gauche à vouloir absolument imposer cette taxe débile qui est la taxe Zuckman, c'est réimposer des gens qui ont déjà été imposés pour être sûr qu'ils s'en aillent, des gens qui devront sortir de l'argent. Je vous redonne, je vous arrête un instant. La logique du PS, c'est de dire on impose cette taxe Zuckman pour pouvoir financer le retour de la retraite à 62 ans. Mais voilà, bien sûr. Donc quand on se tire une balle tout de suite, et alors le mais non mais le type qui a monté une start-up, il est sûr qu'il est le type qui veut faire une start-up, il est sûr qu'il est plus jamais en France. D'ailleurs, terminé. Moi, j'étais pour la nomination de Lucie Castet à Matignon, etc., pour purger le truc. Bébé, ouais. Mais en même temps, j'avoue, ça m'amuse de voir que Macron, il préférerait nommer une chaise qu'un socialiste à Matignon, ou que quelqu'un de gauche. C'est-à-dire une chaise, une chaise, une table, un stylo, une chèvre, si vous voulez. C'est pas très gentil pour Sébastien Lecornu. Mais non, je parle pas de Lecornu, je parle pas de Lecornu. Ah bon? Qui que ce soit, tout sauf la gauche, dans l'esprit de Macron. Il aurait dû nommer Olivier Faure? Oui, par exemple, pourquoi pas? Je trouve ça intéressant de la part de quelqu'un qui était en fait en taquia total depuis des années à nous faire croire qu'il était à la fois de droite et de gauche. Comme tout le monde le voyait depuis le début, il était évidemment de droite. Et seulement de droite. Alexis Corbière, est-ce que vous entendez Charles Consigny qui est quand même en train de dire il fait du Consigny. Je veux dire, on va voir Michel Sardou, il chante du Sardou, lui il fait du Consigny. Très bien. Mais j'espère que je remplirai les salles comme oui, et que vous aurez la même carrière. Vous ferez ma première partie. Oui, mais j'adore Sardou, vous inquiétez pas. Mais moi, je veux revenir à ce que dit Tréhard, parce que tout ça n'est pas un jeu. Voilà, moi, je trouve, attention, honnêtement, la gauche et la droite, c'est pas la même politique. Voilà, augmenter les salaires, c'est pas la même chose que dire qu'on gèle le point d'indice pour les fonctionnaires. Dire qu'on veut suspendre, arrêter, abroger la réforme des retraites. Non, mais vous, ça vous fait peut-être rire, mais pour les gens, non, mais je veux dire, c'est des sujets sérieux. Le fait qu'aujourd'hui, l'âge de la retraite amène à ce que des gens, pour avoir la totalité de leur trimestre, ils vont jusqu'à 66, Sauf que le surendettement, c'est aussi un sujet sérieux, non? Mais pourquoi on en est arrivé là? C'est que, à partir du moment où la richesse, c'est quand même un sujet d'abord. Depuis 2017, on a baissé les impôts, notamment des plus grandes fortunes, supprimé l'ISF, la flat tax, etc. On vide les caisses de l'État et après on dit, vous savez quoi? Les caisses de l'État sont vides. Donc, il faut que les gens âgés, ils payent plus cher leurs médicaments. Et moi, ça me fait pas rigoler. Notamment parce que je vais vous dire un truc,
truc tout simplement. Je pense à ma mère qui actuellement est très malade et que ça me fait pas rire que le reste à charge pour les personnes âgées doivent augmenter. C'est du lourd, ça. Donc c'est pourquoi je pense que... Mais je pense mais je pense pas que Sébastien Lecornu, en l'occurrence, prenne ces sujets-là à la légère. Bon, mais je sais pas, il soutenait le budget de François Bayrou. Donc mais ce que je veux dire, c'est que... qui n'était pas un budget d'austérité, le budget de François Bayrou, excusez-moi. Vous avez le droit de penser ça, mais franchement, c'est pour... Mais c'était pas un budget d'austérité, le budget de 41 milliards d'économies. Non, mais je sais que vous voudriez 50 milliards, vous pensez qu'il faudrait jusqu'à 70 ans, 62 ans, et que les enfants dès l'âge de 12 ans travaillent. On est le dernier. Mais non, mais c'est là que vous êtes dans l'exagération totale. En l'occurrence, dans le budget Bayrou, il n'y avait pas le projet de refaire travailler des enfants dans des mines, contrairement à ce que raconte la gauche. vous demandez. Il n'y avait pas le projet de supprimer la sécurité sociale, contrairement à ce que raconte la gauche. Il n'y avait même pas le projet. Personne ne dit ça. Donc, c'est quasiment ce que vous dites. On va augmenter le prix des médicaments, etc. En France, le reste à charge, augmentez pas. On est irrationnel sur les on est sur BFM, on lutte contre les fake news. Est-ce que dans le budget Bayrou, il y avait le reste à charge augmenté, oui ou non? En France, oui ou non? Peut-être, mais peu importe. Parce qu'en France, on ne peut pas toucher cette légèreté du bon bourgeois. Mais non, c'est pas la légèreté du bon bourgeois, c'est la légèreté de Nicolas qui paye. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement. Oui, des gens qui en ont ras-le-bol de payer pour les autres et de payer pour votre idéologie à la con, excusez-moi, qui pourrit ce pays depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on teste en France 50 nuances de socialisme. Et il y a des gens, effectivement, qui en ont un tout petit peu marre. Ils en ont un tout petit peu marre d'être taxés à 75% matin, midi et soir pour sombrer dans votre bolchevisme. Mais oui, excusez-moi, il y en a, ils en ont un peu ras-le-bol. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Le budget de Bayrou, c'était un budget... Mais pourquoi vous parlez fort? Mais c'était un budget équilibré, normal, qu'une classe politique mature aurait pu voter pour qu'on avance un peu. Mais vous êtes accroché à vos négros obsessionnels. Vous êtes très grossier, mais c'est pas grave. Mais tout ça, je pense sur le fond. Mais ça vous gêne parce que la réalité vous gêne. Je suis pas gêné, je trouve que ce soir, vous savez quoi? Vous êtes une invitation demain à manifester. Et tant mieux, demain, il faudra être nombreux pour que tous les consignés et tous les ceux qui soutiennent ces gouvernements, qui votent des budgets, que eux, lui, trouvent que ça n'allait pas assez loin, le budget de François Bayrou. Absolument. Bon, tout ça nous amène... Je pense qu'on a besoin de marcher. Je vais vous dire, moi, j'aime ce pays. Je pense qu'on est dans... Quand la crise sociale se mélange à une crise écologique, crise politique, crise démocratique, on rentre dans une crise nationale. Et je pense que cette affaire peut... Vous savez, les Français, quand ils se mettent en colère, on est un pays de révolution, on est un pays de rupture, et on est un pays aussi de mouvements populaires qui peuvent être violents. Donc, je veux dire, ce avec quoi joue, on va revenir à l'essentiel. Ce sera violent demain ? Je le souhaite pas, mais je vois bien la manœuvre qui peut avoir lieu. Je vois bien que s'il y a de la violence, demain, on va passer notre temps à regarder ce qui va brûler, et il va y avoir un gigantesque rappel à l'ordre. Possiblement. C'est mai 68 ce qui a suivi. C'est une vague de gens qui disaient... c'est très différent. Donc j'invite à ce que ceux qui, comme moi, et j'en conclus, veulent que cette crise se termine sur plus de justice et d'égalité, de comprendre ce qui est en train d'avoir lieu, d'avancer dans la discipline et la puissance du nombre, et de ne pas tomber dans les provocations qui peuvent avoir lieu demain, ou les provocations de plateau télé, telles que nous fait je sors du forum. Ouais, ça serait bien. Elvis Diaz va prendre la parole derrière vous, Yves Frère, parce qu'on l'a pas encore entendu. Je sors du forum, et rassurez-vous, les gens sont pas du tout tous sur la même ligne. Et si vous regardez, si vous écoutez ce qu'ils disent, il y a beaucoup de contradictions. Plein de paradoxes, et personne n'est vraiment d'accord sur... Ils sont tous d'accord sur le constat. C'est-à-dire qu'ils sont tous d'accord pour que Emmanuel Macron parte, finalement. C'est un peu ça. Mais sinon... ils sont pas du tout sur les causes, ils sont absolument pas d'accord entre eux. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ils reprochent aux hommes politiques de rien faire à l'Assemblée nationale et la représentation nationale, alors que c'est eux, et comme vous l'avez très bien dit, qui l'ont élu, cette représentation nationale, et qui l'ont élu aussi disparate. Enfin, c'est un peu altruiste que vous dites. Oui, on est un grand pays démocratique où il y a des opinions différentes. Non, mais il n'y a jamais eu une Assemblée nationale aussi composite. J'aimerais qu'on regarde la réaction du Rassemblement national. Jordan Bardella, qui a posté un message sur X, la devise d'Emmanuel Macron, on ne change pas une équipe qui perd. Comment un fidèle du président pourrait-il rompre avec la politique qu'il conduit depuis 8 ans? Nos principes ne varient pas et l'intérêt des Français demeure notre unique boussole. Ce n'est pas une question de personne, ni de casting, mais de politique menée. Et il enchaîne, nous jugerons sans illusion le nouveau Premier ministre sur pièce à ses actes, à ses orientations pour donner un budget à la France, et ce à l'aune de nos lignes rouges. Nous sommes à sa disposition pour les lui rappeler au nom des millions de Français qui attendent et espèrent une alternance. Edwige Diaz, merci pour votre patience. Députée de la Gironde, vice-présidente du Rassemblement national, vous ne censurerez donc pas d'office?
Je pense que ça ne saurait tarder. Mais vous savez, la nomination de M. Lecornu, c'est clairement la matérialisation de la lente agonie, de la déliquescence, du déclin du macronisme, puisqu'Emmanuel Macron est quand même obligé de nommer un 5e Premier ministre en 2 ans, qui est quand même très générateur d'instabilité, pour au final donner quoi ? Donc nous, vous savez, nous sommes respectueux des valeurs républicaines. Donc c'est-à-dire si M. Lecornu nous appelle, nous irons lui répéter ce que nous avons déjà indiqué à ses prédécesseurs, c'est-à-dire les lignes qui sont importantes pour nous, pas que pour le Rassemblement national, mais surtout pour les 11 millions d'électeurs que nous représentons. Et puis, si jamais... Donc, baisse de l'aide aux immigrés, baisse de la contribution à l'Union européenne, ça, le train de vie des élus, etc. Le train de vie de l'État avec les agences qui sont pour certaines inutiles, la contribution de la France au budget de l'Union européenne et surtout qu'est-ce qu'il fait pour relancer la compétitivité des entreprises, pour redonner confiance aux entrepreneurs qui aujourd'hui sont créateurs de richesses. Et si jamais il ne souhaite pas nous écouter, eh bien il subira le même sort que ses prédécesseurs. Vous voyez, nous sommes résolument opposés au macronisme. Nous n'avons jamais voté pour eux et nous ne leur servirons jamais de marchepied. Vous voyez. Et là, je me permets juste parce que j'ai écouté là, les propos qui ont été tenus sur le plateau. Je les qualifierais de... C'est un mélange de défaitisme, d'antiparlementarisme, voire même un petit peu de vulgarité. Et moi, je me désole du spectacle affligeant qui est lancé aux Français. Et je veux dire aux Français, en fait, qu'il ne faut pas qu'ils se résignent. Parce que quand on entend les discours comme j'ai entendu ce soir, je comprends qu'il y a des Français qui se réfugient dans l'abstention. Et moi, ce que je veux dire, c'est que nous, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous combattons chaque jour pour redonner de l'espoir aux Français. Parce que nous disons que la situation que nous subissons actuellement, c'est pas le résultat d'une fatalité, c'est le résultat de mauvais choix politiques. Mais c'est lors qu'il y aura des politiques qui mettront en œuvre une rupture. Pardon, je finis juste là-dessus en fait. Si vous mettez une rupture, eh bien forcément vous changez de politique. Et nous, c'est cette alternance que nous entendons incarner avec mes amis du Rassemblement national. Et je pense vraiment que nous répondons à des aspirations des Français où oui, il sera possible dans ce pays de concilier de la justice fiscale, pas de purge sociale et surtout redonner du pouvoir d'achat aux Français, leur liberté aussi et leur fierté d'être Français. Hervé Morin, on a l'impression qu'il y a déjà des limites de partout. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Oui, c'est pour ça que la seule solution, c'est de dire aux Français, reprenez en main votre destin et choisissez une équipe. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous dites d'ailleurs, vous avez déjà établi un calendrier. Vous dites il faut que le président dise qu'il parte après les municipales pour laisser aux forces politiques le temps de s'organiser, en gros. Et il y aurait un gouvernement technique d'ici là. Si on est rationnel et si on veut faire en sorte que la France ne perde pas encore 2 ans avec dans le maelstrom dans lequel on est, c'est assez simple. Emmanuel Macron dit voilà, il faut laisser le temps aux formations politiques de désigner leurs candidats, de choisir leurs candidats. Il faut qu'il y ait une vraie campagne, parce qu'une des problématiques de 2022, ça a été aussi le fait qu'il n'y a pas eu de campagne électorale, il n'y a pas eu de débat. Macron a tout fait pour faire en sorte que tout ça soit étouffé et qu'à aucun moment il puisse y avoir un vrai temps de réflexion pour les Français sur le destin qu'ils veulent pour leur pays. Donc il faut qu'il y ait ce temps-là, le temps de la sélection, des primaires, pas de primaires, etc. Donc donnons le temps des municipales et après les municipales, au printemps prochain, l'élection présidentielle. Mais vous l'avez entendu, Emmanuel Macron, qui a répété dans ce contexte qu'il gouvernera qu'il présidera jusqu'au dernier quart d'heure. Il a à peu près dit tout et son contraire en 8 ans. Donc, enfin, là-dessus, il y a une constance. Il y a une constance. Voilà. Charles. Non, moi, je voulais répondre à Edwige Diaz, parce que je trouve que le Rassemblement national, lui aussi, avance un peu masqué dans cette histoire. Je trouve que vous ne pouvez pas dire que vous souhaitez défendre la compétitivité des entreprises et augmenter le pouvoir d'achat des gens, alors que vous êtes sur la ligne de la France Insoumise et du Parti Socialiste sur les questions économiques et sociales. Ensemble, à chaque fois, je vous dis de lire notre programme. Mais je chez Charles-Consigny, c'est la nuance. Je le lis, mais parce que je le lis. Vous vous enfoncez dans ce confort qui ensuite a répété la même chose. Mais vous savez, c'est pas parce que vous allez dire 10 bêtises que ça va devenir la vérité. Je vais vous prendre 2 exemples très simples que tous les Français peuvent vérifier. La moitié des Français, si on peut... Après, si tous les Français peuvent aller voir ça, vous êtes favorable, comme M. Corbière, au retour à la retraite à 62 ans, et donc vous allez faire en sorte que
Vous ne connaissez pas notre programme, faites preuve de sérieux. C'est écrit dans votre programme. Non, mais justement, c'est une question d'annuité, une question de trimestre. Mais soyez sérieux, allez lire notre programme. J'invite nos téléspectateurs à aller sur le site du Rassemblement national. Ils verront que vous défendez notre livret économique. La retraite à 62 ans. Et donc, vous ne pourrez pas rendre de la compétitivité aux entreprises françaises, ni augmenter les salaires. Ne serait-ce qu'avec ça. Est-ce que je peux féliciter, pour le coup, Charles, je vous félicite parce que vous avez fait dire à ma voisine que je veux. Moi, je suis pour la retraite à 60 ans et même à 60 ans. Et elle vous répond non. C'est intéressant parce que là, les milieux populaires. Mais j'ai bien compris. Voilà, mais les milieux populaires qui votent pour vous et qui croient comprendre qu'en fait, vous êtes pour la retraite à 62 ans, vous répondez à Charles Consigny. En fait, mais non, ça dépend de. Mais si je l'ai lu, de la même façon que quand je vous ai proposé à l'Assemblée nationale. Soyez gentil. J'ai dit sottise, pas dit des. Oui, mais je n'ai pas une sottise. Quand je vous ai proposé l'augmentation du SMIC à l'Assemblée nationale, vous avez dit non, il faut pas augmenter le SMIC. Par contre, il faut baisser les cotisations. C'est comme ça. Donc vous n'êtes pas pour augmenter les salaires, c'est-à-dire que. Mais si, pour augmenter le SMIC, pas pour augmenter le SMIC. Mais vous le savez, monsieur Corbien. On sort d'un plateau ensemble il y a 10 minutes. Mais justement, mais cette discussion, moi, m'intéresse. Dans le taxi, vous auriez quand même pu prendre le soin d'aller relire la proposition de loi qu'on a déposée à l'Assemblée nationale, qui visait précisément à offrir la possibilité aux chefs d'entreprise d'augmenter les salaires dans la limite de 10%. Vous savez qu'il y a des travailleurs dans ce pays, des employés, des salariés. 2-3 fois le SMIC, moyennant une exonération des cotisations patronales, en fait, parce que c'est ça, en fait, que nous appelons la conciliation entre la compétitivité des entreprises et l'augmentation du pouvoir d'achat des Français qui aujourd'hui n'en ont plus. Elle est intéressante. Merci madame. Non mais attendez, je le connais votre programme économique. Alors attendez, je veux dire à tous les deux, là on a un vrai débat. Pour être président d'une région où grosso modo la première des compétences c'est le développement économique, je vais vous dire une chose. Moi qui vois je ne sais combien de dizaines de chefs d'entreprise par semaine, je vous le dis à vous qui êtes parlementaire. Ce qu'ils veulent, c'est de la stabilité, un budget. Justement, ils n'ont pas de stabilité là, avec son Premier ministre en 2 ans, et c'est votre famille politique. C'est normal, vous les dégagez à chaque fois et vous ne voulez pas discuter. Donc si, justement, on veut discuter, mais ils nous proposent toujours la même chose. Donc si vous voulez, quand on discute sur la même chose depuis 2 ans, forcément, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Le désaccord qu'on a avec, là pour le coup, je veux dire, je vous prends avec respect, malgré le désaccord. C'est la discussion de tout à l'heure. Tout ça, c'est une discussion de fond qu'il faut avoir. Vers quelle direction on avance? Est-ce que l'enjeu, c'est comme le dit Madame Diaz, c'est des chefs d'entreprise, attention, ils payent trop de charges, etc. Ou est-ce que tel que moi je le pense, il faut relancer la consommation populaire et qu'il y a un problème de répartition des richesses dans ce pays et qu'une minorité de gens a accumulé des richesses trop et qu'il faut, par la fiscalité, pas par les fourches et les bâtons, mais de manière démocratique et républicaine, organiser un autre partage des richesses. Ce débat est un débat noble qu'il faut avoir dans la clarté. Et donc, à partir de là... Ça fait 40 ans qu'on l'a, ce débat. Et donc, ce que dit Bruno jeudi, il faut un budget. OK, mais on ne dénouera pas. On ne peut pas marier l'eau et le feu. Et là, sinon, ça ne mène à rien. Vous voyez? Donc, je veux dire, nécessairement, il y aura un lésé. Ce que je veux dire, si... Mais il y aura des débats. Il y a des échéances électorales pour ça. Ce que je veux dire, ce que je crains, c'est que même si M. Lecornu le fait avec plus de talent et d'habileté de ruse que ses prédécesseurs, je suis prêt à croire qu'il a toutes ses qualités. Malgré tout, il ne voudra pas s'engager dans l'idée qu'aujourd'hui, on change fiscalement les choses. Il ne le fera pas. C'est au cœur même. On est dans la névrose obsessionnelle. Parce que vous ne parlez que de ça. Là, on est invité pour commenter l'arrivée de M. Lecornu. Oui, mais l'arrivée de M. Lecornu et le débat politique français ne se résument pas à la taxe Zuckman, quand même. Mais est-ce que le seul sujet aujourd'hui en France? Quels sont les sujets? Mais non, mais on revient. C'est comme un individu névrosé, si vous voulez, qui revient sans cesse à un sujet obsessionnel. Et la France. Ça fait 40 ans. Arrêtez ce on n'est pas malade mental. On n'est pas malade mental. Mais la névrose n'est pas une maladie mentale. Si, c'est un trouble. C'est une usure par le temps. C'est trop facile. Ça fait 40 ans en France. On est déjà le pays le plus fiscalisé du monde. Et ça fait 40 ans qu'il y a des gens qui reviennent en disant tiens, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se sortir de nos difficultés en augmentant nos impôts? Il faut malgré tout débloquer la situation et visiblement c'est l'une des lignes rouges de la gauche. Est-ce que c'est un point sur lequel, sincèrement, Sébastien Lecornu peut essayer d'avancer? Il faut revenir au paysage politique tel qu'il existe. Il y a 2 forces vis-à-vis desquelles il ne se passera absolument rien. C'est la France insoumise et le Rassemblement national. Le président de la République l'a dit lui-même. Et comme on n'arrête pas de dire que M. Lecornu est proche du président de la République, je pense que là, pour le coup, il y aura effectivement une espèce de modus vivendi entre eux qui fait que ça ne pourra pas être possible. Donc il n'y aura pas
pardon, que je comprenne bien, il n'y aura pas de pas fait envers la France Insoumise ou envers le Rassemblement national. C'est pas ce que Ils vont vous se a dit Madame concentrer sur le Diaz, PS. Non. Moi, je l'ai trouvé plus ouverte que ce que vous dites. Non, moi aussi. J'ai pas terminé. Moi aussi. En revanche, il va éviter de fâcher le Rassemblement national, ce qui est différent. Ils ont tous essayé. De ne pas fâcher le Rassemblement national, la France Insoumise, c'est ailleurs. C'est cuit. De toute manière, il n'a rien à attendre de la France Insoumise. Il est plus France Insoumise, mon voisin. Qui a dit qu'il voulait la chute il voulait la chute de la France, d'Emmanuel Macron. Après, qu'est-ce qui est envisageable pour le Premier ministre? Le Premier ministre, s'il se tourne vers la gauche, c'est très simple, il perd la droite. Et oui, c'est pour ça qu'il il n'aura pas. Oui, s'il se tourne vers le Parti socialiste. S'il se tourne vers le Parti socialiste, il perd LR. Et s'il se tourne vers le Parti socialiste, il n'aura pas tout le Parti socialiste, tout le groupe socialiste, qui est de 69 députés. Donc, il perdra les 46 députés LR. Donc, c'est un jeu à somme nulle, cette histoire-là. Donc, il ne bougera pas. Il va essayer habilement de faire croire, de faire patienter. Yves, il a besoin d'un accord de non-censure. Il n'a pas forcément besoin d'avoir. C'est ça aujourd'hui. Oui, mais de non-censure, il ne doit pas fâcher la droite. Il ne doit pas fâcher LR. Non, mais ça c'est un périmètre constant pour le bloc central. Voilà. Mais Yves Tréhard a raison. Soit je vous dis, ça m'embête de le dire. Il a totalement. Non, mais soit il un jeu bloqué. Je vous rappelle quand même que l'accord de non-censure, François Bayrou l'avait réussi pour le budget 25. Donc, c'est quand même possible qu'il récidive. Non, je dis, vous n'avez pas échappé que mes camarades socialistes sont forts-maris de cette histoire. Je suis d'accord. Et qu'ils ne cessent de répéter qu'ils ne se feront plus avoir. Je suis d'accord, mais vous la cartouche a été tirée. Mais vous ne savez pas comme moi les cartes que Sébastien Lecornu va retourner. On ne les connaît pas encore. Non, mais le Parti socialiste. Peut-être qu'il va essayer de retourner des cartes vers le RN. Peut-être qu'il va retourner des cartes vers le PS. Je ne sais pas comment il va faire. Le Parti socialiste est quand même conscient que tout seul, il se fera broyer. Il a besoin aussi de maintenir une alliance de gauche. Et s'il venait à faire ça, il détricote ce qu'il est en train de faire avec moi. Et les écologistes pour se reconstruire. Bruno, j'ajoute qu'il a tout de même au sein du bloc central des amis qui sont des amis qui lui veulent beaucoup de bien, mais beaucoup de bien. François Bayrou a toujours une immense affection pour Sébastien Lecornu, et donc je pense que c'en fait un. Le modem va être un peu... Mais il y en a un autre qui, lui, en plus, n'a plus d'affection ni pour le chef de l'État et qui n'en a eu jamais aucune pour Sébastien Lecornu. Il s'appelle Gabriel Attal. Qui est même allé soutenir aux législatives un candidat contre le candidat de Lecornu dans sa circonscription. Et pourquoi, on veut les potins. Donc je pense que l'équation, elle est quand même au Parlement. Oui, mais enfin, il y a alors attendez, Gabriel Attal. Il y a aussi un petit peu d'intérêt général pour les macronistes. Gabriel Attal, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Pourquoi n'aime-t-il pas Sébastien Lecornu? Ils étaient rivaux quand Gabriel Attal a été nommé. Il était déjà question que Sébastien Lecornu puisse être nommé à Matignon. Donc lui-même veut lui mettre des bâtons dans les roues? Gabriel Attal, il n'a jamais trop aimé ceux qui après lui ont succédé ou précédé même d'ailleurs. Oui, mais bon, c'est triste. Franchement, moi je pense que les uns et les autres, c'est le moment d'être un peu churchillien quand même. Ah oui, c'est oui, voilà. Mais non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est l'instant Churchill. Mais non, mais pardon, mais c'est le moment d'être un peu gaullien, de se hisser un peu, pas de dire je l'aime pas parce qu'il a été. Il a été nommé avant moi, etc. Bon, je pense que non, mais en vrai, si l'un de ces gens-là nous regarde, c'est le moment de prendre de la hauteur. Je trouve qu'ils prennent pas beaucoup de hauteur. Mais cela dit, pardon, Charles là-dessus a raison. Les Français qui nous regardent se disent tous, on le regard tourné vers 2027, vers les élections, vers les municipales, vers 2027, et nos politiques se fichent de nous finalement. Ils sont tous dans leur couloir. Tout ce qui importe, c'est ça, et l'intérêt général. Non, mais ça, importe très peu. Mais si. C'est l'antiparlementarisme. Non, c'est au contraire. C'est pas c'est au contraire. C'est essayer de se mettre d'accord sur un projet pour faire avancer les choses. C'est pour ça que je voulais tout à l'heure montrer le désaccord, c'est que le désaccord que j'ai, je vais pas me mettre d'accord avec Madame Diaz, je vais pas me mettre d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron. Sinon, les gens de ma circonscription, ils vont me jeter des cailloux. D'accord, je n'ai pas été élu pour me mettre d'accord, j'ai été élu sur un programme. Au bout d'un moment, non, mais si je vous assure... En Allemagne, on prend toujours cet exemple depuis quelques jours, mais en Allemagne, on se met d'accord. En Allemagne, il n'y a pas le présidentialisme.
Le problème, c'est nos institutions. C'est que ce n'est pas un système parlementaire. En France, on a l'élection présidentielle et la concentration de pouvoir sur le président. C'est ça qui bloque tout. Alors, Consigny disait, Gaulien, je vais vous dire, la seule manière, c'est qu'il démissionne. Le fondateur de la Ve République est parti. Et il avait encore, d'ailleurs, une majorité à l'Assemblée. Lui, on a affaire, pour le coup, Emmanuel Macron va rester sans doute, mais au-delà même, le problème, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas est-ce qu'on change de monarque. Il y en aurait un autre. Dans une telle situation de crise, ça rebloquera. Donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire qu'on va vers de grands changements, à mon avis. Déjà, je vous annonce, et si je me trompe, je vous offrirai, pour je ne sais trop quoi, un rafraîchissement. Mais dans 2 mois, on se retrouve, ça ne durera pas. Je veux dire, la roue de l'histoire est en marche. Donc pour vous, dans 2 mois, c'est la dissolution à nouveau ? Je pense qu'on va vers quelque chose comme ça. Et j'invite mes amis de la gauche et des écologistes à rester unis dans ces échéances. Et donc c'est ce que vous souhaitez, une dissolution ? Et je sais pas que je une dissolution qui, pardon, mènerait à la victoire du Rassemblement national. Attendez, je vais vous dire les choses. Victoire. Moi, mes petits intérêts matériels pourraient me dire en repartir en campagne, c'est très désagréable et casse-pieds. Et s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas de dissolution. Mais je vois bien qu'on va vers ça. C'est la logique des choses. On va repartir. Bon, moi, ce que je crains, c'est il faut remonter, je crois que je l'ai déjà dit, 40 ans en arrière pour avoir autant de participation. Ce que je crains, c'est qu'on ait une élection, s'il y a une dissolution, avec moins de participation, donc moins de milieux populaires qui viennent voter, et une possible... Voilà ce que je veux dire, quelque chose qui soit finalement une photographie plus déformée de la réalité, qui peut profiter au Rassemblement national, ce que je ne souhaite pas, mais qui peut nous être favorable, nous, la gauche et les écologistes, si on est unis. Et après, vous allez me dire, oui, mais ils veulent pas. Ah oui, mais donc, si je viens sur BFM, c'est pour dire à mes amis insoumis, malgré les désaccords stratégiques qu'on a, arrêtez de diviser. À mes amis, à Glucksmann ou les socialistes de droite, arrêtez vous aussi. Ils vous écoutent plus beaucoup, vos ex-amis. Je pense qu'ils ont tort. Je pense qu'ils sont en train de gâcher quelque chose. Jean-Luc, il y a 1 an, c'était élisez-moi Premier ministre en 2022. Il était le chef de la gauche. Il y a 3 ans. Non, mais vous avez raison. C'est une belle escroquerie aussi, ça. Non, c'était pas une escroquerie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Jean-Luc avait entre les mains le fait d'être le chef de la gauche et tout le monde était content de mettre son visage sur les affiches. Exactement comme Olivier Faure qui nous a fait croire pendant une semaine qu'il pouvait être Premier ministre. Mais pourquoi ? C'est une spécialité de la gauche en ce moment. Mais pourquoi ? Parce que c'est faux. Mais c'est plus crédible que Sébastien Lecornu. Pardon, je veux dire. Oui, mais on n'élit pas un Premier ministre et donc le choix du président de la République, ça n'a pas été celui-là. Non, mais attendez, là on a fait un choix stratégique, Yves Tréhard, de dire au moment où il y a vacance du pouvoir, il n'y a pas que le Rassemblement national qui peut dire essayez-nous. La gauche et les écologistes doivent se présenter aussi comme une alternative. C'est ce qu'on a fait. Alors peut-être que vous pouvez juger que c'était un coup stratégique, mais je pense que c'était plutôt pas mal, parce que les gens se disent, tiens, on n'est pas forcé de retourner soit dans un successeur, pour le coup on a Lecornu, soit que ce soit les amis de Madame Diaz qui dirigent ce pays, ce que moi, mes opinions politiques, je ne souhaite pas. Donc on a fait ça. Et je trouve que c'était plus efficace que de dire, oh non, on s'en fout, faut une élection présidentielle, parce que ça va tout régler. Peut-être qu'on aura une élection présidentielle, mais si on y va diviser, malgré les talents d'un candidat que j'ai soutenu 3 fois, je pense que si c'est une candidature dans un spectacle tel, je suis pas sûr que ça finisse par la victoire de Jean-Luc Mélenchon. En attendant, la note de la France va être dégradée très prochainement, ça va être confirmé, l'argent va être plus cher et on va tomber dans une crise économique sévère. Pourquoi, pardon, il n'a pas tenté, je vous donne la parole dans un instant, Edwige, je vous promets, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas tenté une vraie cohabitation avec les socialistes en disant, c'est ce que vous me demandez depuis... Voilà, exactement. Enfin, ça, c'est ce qu'il aurait dû faire l'année dernière. Il aurait dû... Et pourquoi il ne le fait pas là ça l'aurait dédouané d'une certaine manière. Il aurait dû purger le bébé. Exactement, c'est-à-dire nommer Madame Castet, puisqu'il s'agissait d'elle, et Madame Castet se serait cassé... Si elle passe pas 15 jours au Parlement. Se serait cassé le nez au Parlement. Oui, mais il purgeait ce truc. Et on serait passé au suivant. Edwige Diaz. Je vais vous dire pourquoi nous, au Rassemblement national, on demande un retour aux urnes. Déjà parce que dans une démocratie, c'est ça, quand il y a une situation de blocage, qu'on redonne la parole et le pouvoir au peuple. Mais là, regardez, sur le plateau, vous avez tous parlé qu'il fallait un accord de non-censure. Mais un accord de non-censure, c'est pas une vision pour le pays, c'est pas un cap. Ensuite, vous avez dit des choses. Vous avez dit quelque chose de très juste, c'est que c'est une question d'arithmétique. Si le gouvernement penche trop à droite, la gauche sera censurée, etc. Donc évidemment que l'arithmétique, là, c'est une situation insoluble. J'ai entendu aussi qu'il y avait les intérêts des partis. Ben oui, en fait, les socialistes ne votent pas de dissolution. Pourquoi ? Parce qu'ils seraient très embêtés avec la France insoumise. Voilà, il y a du rififi entre ces groupes politiques. Donc forcément, les socialistes n'ont aucun intérêt à avoir une dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis, là, vous avez parlé, Monsieur Morin, à très juste titre, qu'il y a aussi des guerres d'ego, de la rivalité. On apprend Monsieur Attal, Monsieur Bayrou. Donc, vous voyez, en fait, la situation est insoluble. Et pendant que
tout ce monde se pose la question, est-ce que le Cornu va réussir, pas réussir? Eh ben, c'est la France qui perd. C'est la France qui perd du temps. Et on n'a plus de temps parce que la situation, elle est dramatique. Je veux dire, tout le monde est d'accord avec Monsieur Bayrou. Nous, ça fait des années qu'on lui dit qu'il y a un tout le monde est d'accord avec Monsieur Bayrou sur la situation. Sur la situation. Oui, c'est la raison pour laquelle nous, on n'a jamais voté les budgets, vous voyez. Parce que précisément, on était d'accord avec et pourtant, vous avez voté contre on était d'accord avec la question de la dette, mais on n'était pas d'accord avec leur solution. Parce que leurs solutions ont aggravé la dette, vous voyez. Oui, mais vos censures successives, elles aggravent la situation. Mais pas du tout, mais on ne peut pas rester avec des mauvais. Non, mais attendez, tout le monde est d'accord pour dire que les macronistes ont augmenté la dette de 1 000 milliards d'euros. Monsieur Consigny, tout le monde est d'accord pour dire que depuis qu'Emmanuel Macron est entré au gouvernement, la dette a explosé de 1 000 milliards d'euros. Donc à un moment donné, il faut sauver le pays. De tout quand même, sur les 1 000 milliards, il y a la Covid. Le Covid, la crise en Ukraine, l'inflation, tout ça, ça a quand même bon dos. Il y a quand même une grosse partie de sa dette, de la dette qui lui est imputable. On ne peut pas déresponsabiliser comme ça le président de la République. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Le retour aux urnes, il est absolument nécessaire, que ça soit par une démission du président de la République pour élire une nouvelle présidente de la République, je le souhaite, ou alors pour une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais arrêtez, vous n'avez pas essayé notre programme. Là, vous voyez, vous dites qu'il faut un budget à tout prix, mais c'est faux, le budget, il est mauvais. Donc si on continue avec un mauvais budget, on va aggraver le budget qui est déjà mauvais. Et c'est pour ça qu'avec Marine et Jordan, nous disons que nous représentons l'alternance, parce qu'en fait, on les a tous essayés. Ils nous ont tous mis dans le mur. Et là, aujourd'hui, tout le monde est en train de pleurer des larmes de crocodile, mais sauf que rien n'est amélioré. Bah, écoutez, on n'a pas la majorité encore, mais j'ai bon espoir que les Français ne se feront pas avoir la prochaine fois et qu'ils voteront en leur âme et conscience, sans avoir peur, sans se faire manipuler par les uns et les autres, parce que oui, le Rassemblement national, je le dis, était capable de gouverner. Franchement, on travaille tous les jours, tout le temps. On n'est pas plus bête que les autres. Vous voyez bien que quand il y a des députés du RN qui sont élus, la moitié d'entre nous avons été réélus dès le premier tour. Ça veut quand même dire quelque chose. Mais ça, personne ne dit le contraire. Simplement, vous avez une attitude qui n'est pas du tout constructive en ce moment. Vos bons et vos mauvais points, pardon, je m'en passerai. Parce que franchement, vous censurez tout et vous dites on est non à vraiment tout. très digne. Hein. Franchement, merci. Alors merci Hervé Morin. Je crois comprendre que vous partez demain en Normandie à 6h du matin, c'est ça? Yes. Donc vous avez 6 heures de sommeil devant vous, un peu moins. Un peu moins, parce que je ne vais pas m'endormir dans la seconde. Il faut que je me lave les dents. Merci. Merci beaucoup Hervé Morin d'être venu. Merci Edwige Diaz également et Alexis Corbière. Merci à tous les trois. On va accueillir nos prochains invités. Geoffroy Didier, bienvenue, vice